Bonjour et bienvenue sur le coin Stade, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 74 de notre challenge 100 jours de machine learning et je tenais absolument à tous et à toutes vous dire merci. En fait, merci parce que durant ce challenge, nous avons dépassé la barre des 2000 abonnés et c'est complètement fou. En 70 jours, on a fait x2 sur le nombre d'abonnés de cette chaîne. On est passé de 1000 pratiquement à 2000 en 70 jours. Je tenais absolument à vous dire merci pour cet accomplissement. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre soutien parce que c'est ça qui me permet de produire davantage de vidéos tous les jours. Et merci à vous parce que vous êtes là au début d'une grande aventure parce que d'ici 2024, j'aimerais qu'on atteigne la barre des 10 000 abonnés. Mon objectif cette année, c'est de passer la barre des 10 000 abonnés et je compte absolument sur vous pour atteindre cet objectif. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager autour de vous parce que c'est comme ça que vous faites grandir la chaîne. C'est comme ça que YouTube recommande ces vidéos à d'autres personnes. C'est comme ça qu'on est plus visible. Donc, moi, je souhaite accompagner plus de 10 000 personnes d'ici la fin d'année. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est comme ça que vous allez soutenir la chaîne. En attendant d'atteindre les 10 000 abonnés, dans cette vidéo, on va voir ensemble la réponse aux différents quiz que j'ai pu donner sur la partie modèle ensembliste. Et à l'avenir, sur toutes les vidéos, à chaque fois qu'il y aura des quiz, vous aurez des réponses dans la vidéo du jour suivant. Donc, pour cette vidéo, on va répondre à tous les quiz de la partie modèle ensembliste. Je vous laisse avec mon notebook et on se retrouve juste à la fin. Comme je le disais en introduction, nous allons dans cette vidéo répondre à tous les quiz qui ont été proposés sur la partie apprentissage supervisé, spécifiquement les arbres de décision et les modèles ensemblistes. On va commencer les quiz par les modèles d'arbres de décision pour la classification. Première question, quel est l'avantage de l'algorithme des arbres de décision? Petit A, peut traiter des données de grande dimension. Ça, c'est pas forcément un avantage des arbres de décision. C'est plus des avantages des modèles comme le boosting, gradient boosting, AdaBoost, XGBoost, CatBoost. Petit B, peut gérer des données manquantes. Ça, c'est vrai parce qu'en général, les arbres de décision gèrent bien les données manquantes. Mais attention, j'insiste, lorsqu'on fait des arbres de décision, il faut toujours traiter les données manquantes en amont. Ne laissez pas l'arbre de décision faire ça pour vous. C'est vrai, ça peut créer des catégories à part lorsque ça fait des divisions en split pour les données manquantes, mais c'est mieux si vous les gérez avant. Donc, petit B, c'est vrai, mais attention, dans la pratique, gérez vos données manquantes avant. Petit C peut être utilisé pour des problèmes de classification et de régression. Ça, c'est vrai. Donc, je vais dire B et C sont vrais parce que les arbres de décision, on a les arbres de classification où on va faire les votes à la majorité et les arbres de régression où on va calculer la moyenne pour chaque feuille de l'arbre globalement. Petit D, aucun des choix précédents. Deuxième question. Comment pouvons-nous éviter le surapprentissage avec les arbres de décision? Petit A, en choisissant un arbre avec une profondeur maximale. Ça, c'est pas vrai parce que lorsque l'arbre est trop profond, on apprend trop des caractéristiques de la base de données et on aura tendance à surapprendre. Donc, si vous avez un arbre de décision qui est trop profond, on va trop coller à la base de données et on sera justement en situation de surapprentissage parce que si on généralise sur une base de données indépendance, on aura des performances médiocres. Donc, l'arbre de décision déjà est instable. En plus, si vous prenez un arbre qui est trop profond, vous aurez un problème de surapprentissage. Petit B, en utilisant des méthodes d'élagage telles que le pruning. Ça, c'est vrai parce que lorsqu'on met en place l'arbre, on va mettre en place le pruning pour pouvoir trouver la profondeur optimale. Donc, la réponse B de B est vraie. Petit C, en utilisant des algorithmes de bagging et de boosting. Ça, c'est pas vrai parce qu'en général, lorsqu'on fait du bagging ou encore du boosting, on va s'intéresser aux arbres de décision qui font légèrement mieux que le hasard, c'est-à-dire des règles faibles. Donc, qui dit règle faible, c'est peut-être un arbre de décision avec une seule copie, par exemple. Or, l'arbre profond, il est très profond, il n'a pas une seule copie. Donc, la réponse C est fausse. Petit D, aucune des réponses précédentes. Ça, également, c'est faux parce qu'on a vu que la réponse B était juste. On peut mettre en place l'élagage, le pruning pour pouvoir choisir. Troisième question. Comment mesure-t-on l'importance des variables dans un arbre de décision? Réponse A, en utilisant la mesure d'entropie. Ça, ce n'est pas vrai parce que l'entropie permet de mesurer l'impureté d'un nœud. Tout simplement, ça mesure l'impureté, mais ça ne dit pas si la variable est importante ou pas. Réponse B, en utilisant la mesure de Dini. L'indice de Dini, comme l'entropie, c'est aussi deux indicateurs qu'on utilise pour mesurer l'impureté d'un nœud dans l'arbre de décision. Réponse C, en calculant la réduction de l'impureté lorsqu'une variable est utilisée pour la séparation des nœuds. Ça, c'est vrai. En fait, lorsque la réduction de l'impureté est optimale, la variable est utilisée pour segmentation. Donc, c'est une mesure de l'importance de la variable. Donc, la réponse C est vraie. Petit D, aucune des réponses précédentes. Ça, c'est complètement faux. Quatrième question.
Quelle est la méthode la plus couramment utilisée pour optimiser un arbre de décision? En gros, comment est-ce qu'on choisit justement le nombre de feuilles optimales? Réponse A, la validation croisée. Ça, c'est vrai parce qu'on peut mettre en place des processus où on choisit plusieurs profondeurs d'arbres et on choisit la profondeur qui va optimiser nos critères. Petit B, la méthode de la somme des carrés résiduels. Non. Petit C, la méthode du gradient stochastique. Non plus. Petit D, aucune des réponses précédentes. La réponse ici, c'était la validation croisée. Maintenant, nous allons passer aux arbres de régression. Petit 1. Quel est l'objectif principal de l'optimisation de l'arbre de régression? A. Trouver la profondeur maximale de l'arbre. Ce n'est pas l'objectif. On ne veut pas trouver la profondeur maximale de l'arbre. Parce que si l'arbre est trop profond, on surapprend. B. Trouver les critères optimaux pour la sélection des attributs. Pas forcément. Petit C. Minimiser l'erreur quadratique moyenne. Ça, c'est complètement vrai. Lorsqu'on est en classification, on cherche à minimiser en fait le taux de mal classé. En régression, on minimise souvent l'erreur quadratique moyenne, donc c'est vrai. D. Maximiser l'explicabilité de l'arbre. L'arbre de décision est déjà explicable, donc on n'a pas pour objectif de maximiser son explicabilité. Deuxième question. Comment peut-on éviter le surajustement de l'arbre de régression? Réponse A. En augmentant la profondeur maximale de l'arbre. Ça, c'est complètement faux parce que si un arbre est trop profond, on aura tendance à surapprendre. Petit B. En réduisant la profondeur de l'arbre maximale. C'est vrai, si on réduit la profondeur de l'arbre, on ne surapprend pas parce qu'on aura un modèle qui pourra mieux se généraliser. Mais attention, il ne faut pas trop réduire non plus. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu entre arbre trop profond et arbre pas assez profond. Petit C. En choisissant un critère de sélection d'attributs qui favorise la complexité de l'arbre. Non. Petit D. En augmentant la taille du jeu de données d'entraînement. Ça, c'est pas toujours possible. Donc, la réponse ici, c'était en réduisant la profondeur maximale de l'arbre. Mais attention, on ne réduit pas n'importe comment. Petit croix, quel est le critère de sélection d'attributs le plus couramment utilisé pour l'arbre de régression en Python? Petit A, MSE, Mean Square Error, ça c'est vrai. On utilise la Mean Square Error pour la régression. Petit B, Dini, ça c'est en classification. C, en copie, c'est aussi en classification. D, Friedman, MSE, non. La bonne réponse, c'était la A, MSE. Question 4. Comment peut-on trouver la profondeur maximale optimale de l'arbre de régression en Python? A. En utilisant la validation croisée, ça c'est vrai. On met toujours en place des stratégies, on teste plusieurs profondeurs et on choisit la profondeur qui va optimiser la MSE. En utilisant la méthode RFE, Recursive Feature Elimination, non, ça c'est une technique qu'on utilise pour pouvoir sélectionner des variables. On a vu ça dans une vidéo de ce challenge. Petit C. En utilisant le critère de Bayes, ça c'est faux. D. En choisissant la profondeur maximale manuellement. Bon courage. La réponse ici, c'est la réponse A, 4A. Maintenant, nous allons passer au quiz sur les forêts aléatoires pour la classification. Petit 1. Qu'est-ce qu'une forêt aléatoire? Random forest. A. Un algorithme de classification basé sur des arbres de décision multiples. Ça, c'est vrai. En fait, généralement, pour pouvoir mettre en place des forêts aléatoires, on va construire plusieurs arbres de décision indépendants et ensuite, pour faire la prédiction, on va faire soit le vote à la majorité si on a en classification. Petit B, une méthode d'apprentissage non supervisée utilisée pour regrouper des données. C'est faux. Petit C, une technique d'optimisation pour les réseaux de neurones. C'est faux. D, un algorithme de compression des données. Non. Un algorithme de classification basé sur des arbres de décision multiples, c'est ça, la forêt aléatoire. 2. Comment les forêts aléatoires prennent-elles des décisions de classification? A. En utilisant la règle de Bayes, faux. B. En réalisant un vote à la majorité des prédictions de plusieurs arbres de décision. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. C. En utilisant la descente de gradient, non. D. En appliquant la transformation de Fourier, non. Donc, réponse, ici, c'était la réponse B. Troisième question. Quels sont les paramètres les plus importants à optimiser lors de l'utilisation des forêts aléatoires pour la classification en Python? A. Le nombre d'arbres dans la forêt. Ça, c'est vrai parce qu'en général, la forêt aléatoire, c'est une agrégation de plusieurs arbres de décision. Il faut que les arbres de décision soient les plus diversifiés possibles pour pouvoir profiter du wisdom of the crowd, en gros la sagesse de la foule, pour pouvoir avoir la qualité de prédiction finale. C'est pour ça que c'est le nombre d'arbres important à optimiser. B. La profondeur maximale des arbres, c'est également important parce que si les arbres sont trop profonds, on aura des arbres qui se ressemblent. Or, pour pouvoir bénéficier des performances des forêts aléatoires, il faut que les arbres de décision soient indépendants. Donc la réponse B est vraie. C. Le nombre de variables à considérer lors de la recherche de la meilleure séparation, c'est aussi vrai. Les variables et la profondeur sont souvent liées. Donc, lorsqu'il y a trop de variables, on peut avoir
un arbre trop profond. Donc, le nombre de variables est également important. D, tous les choix sont possibles. Donc, ici, toutes les réponses étaient vraies. Quatrième question, comment le nombre de variables impacte-t-il la construction de chaque arbre de décision dans la forêt aléatoire? Petit a, plus le nombre de variables est élevé, plus les arbres seront profonds. Ça, c'est vrai parce que plus on a de variables, plus la profondeur est également importante. B, plus le nombre de variables est élevé, plus les arbres seront peu profonds. C'est l'inverse, c'est faux. B, C, le nombre de variables n'a pas d'impact sur la construction des arbres. C'est complètement faux. Il faut faire attention à ça. D, un nombre équilibré de variables est préférable pour la construction des arbres. Pas forcément. Donc, la bonne réponse ici, c'était la réponse A. Maintenant, on va passer au quiz sur les random forests pour la régression. Première question. Qu'est-ce qu'une forêt aléatoire de régression? A. Un algorithme utilisé pour la classification. Faux. B. Un modèle de régression linéaire. Faux. C. Une combinaison d'arbres de décision pour la régression. C'est vrai, lorsqu'on met en place un modèle de forêt aléatoire pour la régression, le modèle de base qu'on va agréger seront tous des arbres de décision pour la régression. D. Un algorithme de clustering. Faux. On n'a pas encore fait le clustering dans ce challenge. Deuxième question. Comment peut-on optimiser les paramètres d'une forêt aléatoire de régression? A. En utilisant une recherche par grille, grid search, ou une recherche aléatoire, random search. Oui, en Python, vous avez l'option grid search CV ou encore random search CV qui vous permet de trouver la grille de paramètres optimale. B, en ajustant manuellement. Bon courage, c'est trop long. C, en utilisant une régression logistique. C'est faux. D, en ne modifiant pas les paramètres par défaut. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Donc, la bonne réponse ici, c'était en utilisant une grille de paramètres ou encore random search CV. Troisième question. Qu'est-ce que l'importance des variables dans une forêt aléatoire de régression? A. C'est une mesure de la corrélation entre les variables. C'est faux. B. C'est une mesure de l'influence des variables sur la variable cible. C'est aussi faux. C. C'est une mesure du nombre de fois où une variable est sélectionnée pour diviser les nœuds. Ça, c'est vrai parce que plus une variable est sélectionnée pour diviser les nœuds, plus cette variable sera importante pour pouvoir prédire le phénomène. Donc, la bonne réponse ici, c'était la C. D. C'est une mesure de la variabilité des prédictions. Non, ça, c'est pas vrai. 4. Comment évalue-t-on la performance d'une forêt aléatoire de régression? A. En utilisant le coefficient de détermination, le R2. Ça, c'est vrai pour mesurer la performance. On peut calculer le R2. B. En utilisant l'erreur quadratique moyenne. Ça, c'est vrai. D. En utilisant le score expliqué. Ça, c'est vrai. Donc, pour pouvoir évaluer les performances d'une régression, on a le R2, on a MSE, on a le score expliqué. Donc, toutes les réponses ici étaient vraies. La forêt aléatoire, c'est un type de modèle de bagging. Maintenant, on va passer au modèle de boosting. Premier modèle de boosting, c'est AdaBoost. Première question, qu'est-ce que AdaBoost? A. Un algorithme de régression, c'est faux. B. Un algorithme de classification, c'est faux. C. Un algorithme de boosting, c'est vrai. D. Un algorithme de clustering. On n'a pas encore fait le clustering, donc ça c'est faux. La bonne réponse ici était la D. Deuxième question, quels sont les principaux paramètres à optimiser dans AdaBoost? A. N-cluster et mass depth. B. N-neighbors et weights, ça c'est faux aussi. C. N-estimator et learning weight, ça c'est vrai. D, C et gamma. La bonne réponse ici, c'était la réponse C, c'est-à-dire le nombre d'arbres de décision. C'est très important dans AdaBoost et aussi le taux d'apprentissage. Troisième question. Comment peut-on obtenir l'importance des variables dans un modèle AdaBoost en Python? Petit a, avec l'attribut coef, ça n'existe pas. B, avec l'attribut important, ça n'existe pas. C, avec l'attribut feature important, ça oui, c'est vrai. L'idée, c'est pas de retenir ça en tête, mais juste sur Python, vous avez l'option Feature Importance qui vous donne quelles sont les variables les plus importantes dans AdaBoost. Dans le 3, c'est de la C. Petit 4, comment peut-on optimiser les paramètres AdaBoost en Python? A. En utilisant une boucle for, non. B. En utilisant la validation croisée, oui, dans une certaine mesure. C. En utilisant une grille de recherche, ça c'est vrai, on peut utiliser grid search CV. La bonne réponse était B dans une certaine mesure et c'est parce qu'on met en place une grille search CV avec validation croisée. Maintenant, on va passer au quiz sur les modèles de boosting par gradient tels que XGBoost, Light, GBM et CatBoost. Première question, quel algorithme de boosting a été spécialement conçu pour traiter efficacement des caractéristiques catégorielles? A. XGBoost, c'est faux. B. Light GBM, c'est faux. C. CatBoost, c'est vrai. En général, Categorical Boosting, c'est le modèle qui a été adapté aux caractéristiques catégorielles. L'algorithme utilise une approche level-wise pour la construction des arbres. A.
XGBoost, c'est vrai, dans XGBoost, on utilise l'approche par niveau pour pouvoir construire les différents arbres de décision. B, LightGBM, c'est faux parce que justement la différence entre LightGBM et XGBoost, c'est que dans LightGBM, on utilise une approche leaf-wise, c'est-à-dire par feuille. On va aller en profondeur, avoir la précision optimale avant de continuer. C'est ça l'approche de LightGBM. 4Boost, oui. En fait, XGBoost et 4Boost reposent sur l'approche level-wise et LightGBM sur l'approche leaf-wise. Dernière question. Quel algorithme utilise l'approche leaf-wise? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est LightGBM. Dernier quiz sur les KNN de la vidéo d'hier. J'ai déjà répondu au précédent dans la vidéo d'hier également. Question. Quelles sont les différences qui sont utilisées pour l'algorithme des cas plus proches voisins? En général, les cas plus proches voisins consistent à trouver les cas individuels les plus proches de l'individu qu'on souhaite prédire en termes de distance. Et lorsqu'on parle de distance, on a la distance euclidienne. Voici la formule qui est basée sur la différence au carré avec une racine carrée également. Vous avez la distance de Manhattan juste ici qui est basée plutôt sur la valeur absolue. Et vous avez la distance de Minkowski qui est à peu près la combinaison des deux, valeur absolue et fonction puissante. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci encore pour votre soutien. Nous avons dépassé la barre de 2000 abonnés. On a fait x2 en 70 jours. Merci à vous. N'oubliez pas, l'objectif c'est d'atteindre d'ici la fin d'année les 10 000 abonnés. Et pour ça, ça passe par vos likes, ça passe par vos commentaires, ça passe par vos partages. Plus vous partagez, plus les gens s'abonnent, plus on a de l'audience, plus on a un contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous. En attendant les 10 000 abonnés, c'est parti pour les 5 000. N'hésitez pas à revoir les 74 vidéos de ce challenge qui s'affiche juste là. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.